Je vous remercie d'abord d'être tous présents, d'avoir bravé le temps, le Covid, pour être ici ce soir sur une conférence qui, comme l'a dit Nathalie, a été annulée déjà 2 fois. Donc voilà, on a croisé les doigts pour cette 3e fois. Donc merci déjà à vous de vous être déplacés si nombreux pour m'écouter ce soir. Merci également à Nathalie de m'avoir proposé cette conférence. Nathalie, alors c'est la boucle est bouclée, je dirais, et le monde est petit. Nathalie, je la connais depuis très longtemps, depuis plus longtemps certainement que elle ne me connaît. Donc j'ai fait des études de biologie marine à Brest. J'étais passionnée par le milieu marin. Alors ça, c'est certainement le côté grand bleu. Je suis la génération grand bleu. Donc voilà, je me voyais très bien étudier les dauphins, etc. Et puis, malheureusement, j'ai le mal de mer. Alors, ça n'aide pas. Et j'ai trouvé que les algues, c'était quelque chose, c'était plus facile pour moi. Quand on a le mal de mer, c'est un petit peu plus pratique d'étudier les algues. Et donc, j'ai fait mes études à Brest, à la fac de Brest de sciences, de biologie marine. Et puis ensuite, j'ai fait un stage dans un laboratoire qui travaillait sur les substances des algues. Et je ne savais pas trop ce que je voulais faire de la suite de mes études et de ma vie. Et le prof qui m'encadrait à l'époque m'avait parlé d'un laboratoire qui s'appelait le SMAB, substances marines à activité biologique. Donc j'ai regardé, le thème m'intéressait. J'ai lu des articles parce que pour les plus jeunes, à l'époque, Internet n'existait pas. Donc ça ne nous rajeunit pas, mais c'est la réalité. Et donc j'avais lu des articles et j'avais notamment lu un résumé de ce que faisait Nathalie pendant sa thèse. Voilà, bah oui. Donc moi j'étais jeune étudiante à l'époque. Elle était aussi étudiante. Et voilà comment j'ai connu son nom. Suite à ça, donc comme on venait de le dire il y a 5 minutes, j'ai fait un DEA à Paris sur les toxines. C'est comme ça que j'ai rencontré votre future intervenante sur les araignées. Et puis je suis restée sur le milieu marin. Hein. Je me suis spécialisée plutôt sur les toxines marines. Et j'ai intégré ensuite en thèse le laboratoire SMAB, donc que j'avais déjà repéré quelques années auparavant et que Nathalie exerçait en tant que doctorante. Et quand moi je suis arrivée au labo en tant que doctorante, Nathalie, on était parti pas très très longtemps avant. Donc j'ai fait ma thèse, j'ai été recrutée maître de conférence dans ce laboratoire et à la fac de pharmacie. Et puis, pour compliquer les choses, j'ai aussi fait des études de pharmacie en parallèle parce que je trouvais ça assez agréable. Pendant mon parcours de maître de conférence, j'ai encadré une doctorante et elle a été évaluée notamment par Nathalie. Donc la boucle était bouclée. C'est-à-dire que Nathalie, que j'ai connue comme étudiante, en tant que moi-même étudiante et doctorante, eh bien, on s'est retrouvés ensuite de l'autre côté de la barrière et comme collègues finalement. Et j'ai trouvé ça assez ironique dans le côté de comment le monde est petit et comment en fait on se retrouve toujours finalement sur des thèmes, sur ce type de thème où on est très très spécialisé. Donc ça me fait très plaisir d'être là ce soir et je la remercie encore de m'avoir invitée. Alors donc le titre que nous avons choisi, un petit peu provocateur, et si la mer nous soignait, eh bien oui, peut-être, peut-être pas, et je vais essayer de vous montrer différents éléments sur ce milieu marin un petit peu particulier. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet sur les molécules marines, il faut remettre ça dans son contexte avec un petit peu d'histoire des produits naturels. Alors, cette histoire des produits naturels... Ah oui, alors les animations sont un peu différentes de mon ordinateur. C'est pas grave, vous m'excuserez. Cette histoire des produits naturels, elle a débuté a priori en moins 3000. En tout cas, c'est la première trace que l'on ait d'une utilisation par les hommes
de produits, qu'ils soient d'origine végétale, d'origine minérale ou éventuellement d'origine animale. Ça, ce sont les tablettes de Nippur qu'on en a trouvées vers 1948 en Mésopotamie, qui nous renseignent sur ces premières utilisations que l'homme en faisait. Il est possible, il est probable que l'utilisation était plus ancienne, mais on n'en a pas de traces. Donc la première trace que l'on ait d'une utilisation des éléments naturels par l'homme dans un but thérapeutique, c'est aux alentours de moins 3000. Et puis, donc ça, c'était en Mésopotamie. On va se déplacer un petit peu plus en Asie et en Chine. Un petit peu plus tard, en moins 2800, on a un livre qui s'appelle le Pensao, qui est la pharmacopée traditionnelle chinoise, qui a été rédigé. Alors ce Pensao, il a aujourd'hui disparu. On n'en a pas trouvé de traces. Par contre, ce que l'on a, c'est les commentaires, les écrits qui ont été faits sur ce Pensao. Et à partir de ces commentaires qui ont été rédigés, eh bien, on a reconstitué un petit peu ce qu'il y avait dedans. Et on s'est rendu compte qu'il devait être constitué de 24 chapitres, chaque chapitre étant consacré à des éléments particuliers, des éléments minéraux, des éléments végétaux, etc. Et il y avait un chapitre entier qui était consacré aux algues. Donc on est en moins 2800 en Chine. Et à cette époque, eh bien, les Chinois savaient déjà que l'on pouvait utiliser certaines algues pour traiter certaines pathologies. Des pathologies comme le goitre, par exemple, qui est lié à un problème en iode. Des pathologies également des antiparasitaires. On a une algue qui est vraisemblablement connue à cette époque-là, pour pouvoir être utilisé pour éliminer des parasites digestifs. On est en moins 2800 quand même. Un petit peu plus tard, on retourne là encore en Égypte, cette fois-ci, moins 1500. C'est les papyrus d'Hébers. Les papyrus d'Hébers ont été découverts dans la deuxième moitié du 19e siècle. Ces papyrus d'Hébers nous renseignent sur des formules végétales. Il y aurait à peu près 800-850 formules végétales qui seraient décrites dans ces papyrus. Et ces papyrus d'Hébers, ils existent encore. Alors, une partie a été perdue, mais quasiment l'intégralité de ces papyrus est toujours visible au musée de Leipzig. Donc, c'est quelque chose de très ancien. Par contre, contrairement aux tablettes de Nippur, on a des indications sur les formulations, quelles plantes on utilisait, etc., quelles proportions. Par contre, on a quelquefois des manques sur les utilisations, le but de ces formules, à quoi ça servait. À peu près sur la même époque, on a ce que l'on appelle les Védas, qui sont des ouvrages indiens, et le principe est le même. Le principe est le même. En Inde également, on utilise les plantes pour se soigner. Donc vous voyez, c'est quelque chose que l'on va retrouver partout dans le monde. Alors, quelques personnages importants, ou en tout cas qui, à mon sens, me semblent importants, bien sûr, puisque je ne suis pas du tout exhaustive. On a Hippocrate, qui relate beaucoup d'utilisation de plantes pour soigner, entre moins 460 moins 377. Un petit peu plus tard, au 1er siècle environ, on a Dioscoride et Pline l'Ancien. Dioscoride qui a rédigé un ouvrage qui s'appelle De Materia Medica, ce qui signifie à propos de la matière médicale. Et la matière médicale, c'est ce que l'on appelle aujourd'hui la pharmacognosie, qui est la matière que j'enseigne à l'UFR de pharmacie de Nantes. Donc ça, c'est Dioscoride qui a rédigé cet ouvrage, et puis Pline l'Ancien a rapporté également des utilisations d'un certain nombre de plantes et à des fins thérapeutiques. Donc tous ces personnages nous renseignent sur les utilisations soit des fins thérapeutiques, soit, on le verra un petit peu plus tard, à des fins meurtrières, de comment est-ce qu'on pouvait utiliser ces plantes. Alors, on va faire un grand bond dans le temps. On est en 1596 et cette fois-ci, on est en Amérique du Sud.
en Guyane, et c'est la première fois qu'est mentionné par les conquistadors espagnols le terme de Urari. Urari, ça fait référence à une liane, enfin un breuvage plutôt, dans lequel ce breuvage était fait à partir d'une macération de liane, et les Indiens de Guyane trempaient leurs flèches dans ce mélange, dans cet urari, et s'en servaient ensuite pour partir à la chasse. Et ça tuait le gibier de manière très, très efficace et très rapide. Par contre, il y avait interdiction absolue d'utiliser ce mélange pour tuer les hommes et pour tuer également ses ennemis. Ça faisait partie des règles. Ce mélange était préparé uniquement pour la chasse. Et de cet urari, donc de cette liane, on a tiré bien des années après, on est dans les années 1960-70 à peu près, on a tiré des médicaments qui s'appellent les curares et que vous connaissez peut-être puisque on les utilise en anesthésie. Voilà, donc c'est 1596 et c'est à partir de cette plante, de cette liane urari, qu'on a obtenu les curares. Au XIXe siècle, c'est l'avènement des molécules naturelles, c'est la découverte de beaucoup de molécules que vous connaissez, qui sont encore utilisées, la morphine, la quinine, l'acide salicylique qui nous donnera l'aspirine, etc. Il y a de nombreux exemples. Alors ça, je tenais à en parler parce que c'est une découverte très fortuite au départ. C'est la découverte des taxanes avec une molécule qui s'appelait le Taxol, qui ensuite a changé un petit peu de nom et le Taxol est devenu le nom commercial. Et puis on a eu d'autres dérivés de ces molécules. Ça, c'est l'œuvre de Pierre Potier, un grand chimiste français des produits naturels, et qui a extrait ces molécules au départ de l'if. Voilà. Et ça a été une découverte également majeure en ce qui concerne la chimie des produits naturels. Et puis, une dernière date importante, c'est 2015, c'est le prix Nobel de médecine qui a été donné conjointement à 3 chercheurs pour récompenser de leur découverte, de leurs travaux sur les molécules d'origine naturelle. Alors, on a... Vous avez juste ici Satoshi Omura, avec à côté ici William Campbell, qui ont été récompensés pour la découverte et leurs travaux sur l'ivermectine, une molécule d'origine naturelle étant utilisée comme antiparasitaire, un antiparasitaire majeur. Et puis, vous avez juste à côté la 3e chercheure, qui est Yu Tu, qui a contribué à la découverte, à l'isolement et à l'utilisation de l'artémisinine, qui est un antipaludéen majeur que l'on utilise en cas de paludisme, pas en prévention, mais lorsqu'on a malheureusement contracté le paludisme. Et donc 2015, un prix Nobel de médecine qui leur a été attribué à tous les 3 et qui est quand même le couronnement de cette chimie des produits naturels, ce qui montre bien tout l'intérêt que l'on peut avoir, que l'on peut trouver dans le monde végétal ou le monde animal, ou le monde des champignons d'ailleurs. Et puis pour conclure sur ce bref historique, je trouvais important de vous parler de quelqu'un qui s'appelle Sabrina Krief, qui est vétérinaire et professeure au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Sabrina Krief a mis en avant que les grands singes étaient capables de s'automédiquer, de se soigner eux-mêmes. Ce qui était très étonnant, puisque tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent, c'était et on s'y attendait évidemment, des usages de l'homme pour se soigner, en observant son environnement, en testant, en constatant qu'en mâchant telle plante et qu'on a mal au ventre, eh bien ça fait du bien. En consommant telle plante, c'est pas de bol, elle est mortelle. Donc voilà, celle-là, on va pas la consommer, etc. Mais les grands singes sont également capables de faire ce travail d'essai et ce travail de se soigner soi-même. Et ça, c'est le travail donc de Sabrina Krief,
qui a commencé il y a une vingtaine ou une trentaine d'années à peu près, avec les chimpanzés et les gorilles en Afrique centrale, et qui est parti, qui a fait des études de terrain, observer les animaux dans leur environnement, récupérer leurs excréments, analyser, voir qu'est-ce qu'il y avait comme parasites et constater que bien le singe qui va retrouver, on va retrouver dans ses selles, on va retrouver certains types de parasites. Très curieusement, il va aller se nourrir spécifiquement d'une certaine plante. Et à partir de là, elle ramassait la plante en question et la plante était étudiée et on mettait en avant des activités effectivement antiparasitaires. Donc c'est très étonnant et malgré tout, eh bien, tout ce que je vous ai raconté depuis moins 3000 avec les tablettes de Nippur, les grands singes sont également capables de le faire. Donc cette connaissance de notre environnement, elle n'est pas le propre de l'homme puisque les grands singes l'ont également. Donc moi j'ai toujours été très très étonnée de cette capacité qu'ont les animaux à se soigner. Alors, l'innovation dans le domaine du médicament, quelle est-elle et pourquoi est-ce qu'elle est importante? Les maladies actuelles, il y en a beaucoup. Elles nécessitent quelquefois, souvent même, de rechercher de nouveaux médicaments. Des nouveaux médicaments parce que les médicaments que l'on a sont peut-être pas très efficaces, manquent d'efficacité, parce que les médicaments que l'on a génèrent des effets secondaires assez désagréables, parce que les médicaments que l'on a génèrent une certaine résistance aujourd'hui. Donc on a, je pense notamment à tout ce qui est antibiotiques, bien sûr. Donc on a besoin de trouver des nouveaux médicaments pour pouvoir renouveler finalement notre pool de médicaments, de molécules pour nous soigner. Donc, un besoin incessant de nouvelles molécules. Et puis, vous savez qu'il y a des maladies émergentes. Il y en a au moins une dont on parle beaucoup depuis plusieurs mois et pour lesquelles on n'a pas forcément anticipé, prévu de molécules. Donc ces nouvelles molécules, il va falloir les chercher et il va falloir se demander comment est-ce qu'on va faire pour chercher ces molécules, soit pour soigner des maladies qui sont très anciennes, soit pour soigner des maladies qui sont récentes, soit pour être des molécules qui soient plus efficaces, qui aient moins d'effets secondaires, etc. Pour ça, on a 3 possibilités. On peut faire de la chimie de synthèse, c'est de la chimie, on est en laboratoire et j'ai coutume de dire on met 3 grammes de poudre de perlimpinpin avec 4 grammes de poudre d'escampette, etc. Et puis on regarde si ça fait quelque chose ou pas. On peut faire de la chimie extractive sur les produits naturels et puis on peut utiliser les biotechnologies. Les biotechnologies, c'est compliqué, on le verra juste après, mais la chimie extractive, c'est également compliqué parce qu'on va utiliser des organismes vivants et c'est pas toujours évident, comme vous le verrez dans les quelques exemples que je vais vous montrer après. Donc tout ça, tous ces organismes vont nous fournir quelques produits naturels. Alors la synthèse, pour aller très vite, la synthèse, elle est très bien parce qu'elle permet d'obtenir très rapidement et en général très facilement de nombreuses molécules assez proches, assez similaires, mais ça permet d'avoir plein de molécules à tester et de voir s'il y en a une qui est un petit peu plus efficace que les autres. L'inconvénient de la synthèse, c'est nous, en tant qu'être humain, on a un manque flagrant d'imagination. Donc on a du mal à se positionner, à se dire on va créer une structure un petit peu comme ci, un petit peu comme ça, avec un carbone comme ci, etc. Voilà, on est capable de reproduire, d'imaginer des choses peut-être un peu complexes, mais pas très très complexes. Donc on a du mal à intellectualiser des choses très compliquées. Et puis, chimiquement, ça peut être aussi très difficile de réaliser au laboratoire des structures, des molécules qui soient très compliquées. Les biotechnologies, alors ça marche très bien lorsqu'on veut produire des protéines, des petites molécules, et puis des anticorps. Par contre, ça se limite à ça. Les produits naturels, ça c'est très bien. On a un vaste réservoir de produits originaux dans tous les organismes qu'on a à disposition. Le problème, un jour c'est ce qu'on m'a dit, c'est comme chercher une aiguille dans une meule de foin. C'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on va aller
chercher, où on va aller le chercher et comment on va valoriser et comment ensuite on va produire ça. Parce que c'est bien beau de trouver une super molécule très efficace, mais si vous n'avez pas les moyens de la produire au laboratoire, vous ne pouvez pas épuiser l'environnement à faire produire cette molécule. Donc, quelquefois, on a des produits très efficaces, mais ils sont très difficiles à valoriser parce qu'on n'arrive pas à les reproduire au laboratoire. Et c'est là où on a une réelle complémentarité entre les produits naturels et la synthèse organique. C'est parce que la nature va pouvoir inspirer le chimiste et va lui fournir des squelettes, des éléments de structure sur lesquels ce chimiste va pouvoir se baser et va pouvoir imaginer des choses et essayer de les reproduire au laboratoire. Quelquefois, on n'y arrive pas, mais quelquefois, on y arrive. Donc, quelquefois, eh bien, la nature inspire le chimiste et on arrive à de très belles découvertes. Alors, les bioressources marines, lesquelles et surtout pourquoi ? Le milieu terrestre, vous l'avez compris avec les tablettes de Nippur, il est connu depuis très très longtemps. Il est relativement bien exploré, même si on a encore beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, évidemment. Mais c'est un milieu, notre environnement proche en tout cas, on le connaît, on le maîtrise, on sait quoi prendre pour se nourrir, éventuellement quelles plantes aller chercher pour se soigner. On a des usages traditionnels depuis très longtemps. Ça, c'est les connaissances, les traditions. Et puis, très souvent, c'est assez facile d'accès. L'Amazonie, ça peut être un peu compliqué, mais globalement, ça reste facile d'accès. Le milieu marin, c'est beaucoup plus compliqué. Le milieu marin, il a été très récemment abordé et utilisé. Alors, on savait aller sur la mer. On en avait peur, c'est un milieu inconnu, mais on savait aller sur la mer. Par contre, aller sous l'eau, chercher des choses, ça, c'était plus compliqué. Donc, on se contentait d'exploiter le milieu marin de manière assez superficielle. Et quand on a réussi à plonger, à aller explorer, à s'affranchir un petit peu de tous les problèmes techniques, eh bien, on s'est fait la remarque qu'il y avait un formidable espoir de nouveauté dans ce milieu marin. Et des choses que l'on pouvait ignorer ont été ainsi mises au goût du jour. Alors, je vous disais que ça a été un milieu un peu fantasmagorique et un milieu qui a beaucoup fait peur parce que pendant longtemps, on a cru qu'il y avait des monstres, des choses qu'on ne connaissait pas. Alexandre le Grand, il en a été un très bon exemple parce qu'Alexandre le Grand, ça a été un grand conquérant en milieu terrestre et la légende dit qu'il a voulu aussi conquérir le milieu marin, bien sûr, parce que quand on est un grand conquérant, on part à la conquête de tous les milieux. Il aurait soi-disant réussi à plonger dans l'eau au moyen d'un tonneau avec un tuyau qui l'alimenterait en air. Ce sont des hypothèses. Il y a des ouvrages également du Moyen-Âge qui relatent qu'Alexandre le Grand était dans un tonneau en verre complètement transparent, ce qui à l'époque ne pouvait pas se faire, bien sûr. Donc tout ça vous montre un petit peu le côté complètement imaginaire que l'on avait par rapport à ça. Donc Alexandre le Grand a sans doute plongé un petit peu dans l'eau, il a sans doute pas très profondément, et il n'a pas dû voir grand-chose. Je suis allée dans le mauvais sens, voilà, c'est mieux. Il y a eu on a beaucoup plongé dans le milieu marin malgré tout, mais on était toujours reliés à la terre, soit avec des tuyaux qui amenaient de l'air pur, je dirais, et puis un tuyau qui remontait l'air vicié. On a eu l'épopée l'époque des ce qu'on appelait les pieds lourds, les scaphandres à pieds lourds que l'on mettait avec des pieds en plomb de manière à ce qui se déplace et ce qui ne remonte pas en surface. Mais on a toujours été très limité dans la profondeur accessible, dans les déplacements, également dans je dirais la longueur, je ne sais pas comment dire, enfin vous voyez ce que je veux dire, pas que la profondeur, mais dans un autre axe. On était très limité. On était limité également dans la durée d'exploration. Et puis on était toujours proche de la Terre. On ne pouvait quand même pas trop s'éloigner. Donc tout ça a fait que ça a beaucoup limité le champ d'investigation du milieu marin.
Et jusqu'à ce que Auguste Piccard, qui était un Suisse, qui a trouvé beaucoup de choses, qui a travaillé sur beaucoup de défis. Auguste Piccard, il a essayé d'explorer la stratosphère et puis il a essayé aussi d'explorer ce qu'il y avait sous l'eau. Et donc, il a conçu un bathyscaphe. Alors, je ne sais pas si Auguste Piccard, ça vous parle. Oui, non, il y en a qui disent non. Auguste Piccard a inspiré quelqu'un de très célèbre. Exactement, Trifon Tournesol dans Tintin. Tout à fait, un fan de Tintin. Exactement, Auguste Piccard, quand Hergé a créé le personnage de Trifon Tournesol, il s'est inspiré d'Auguste Piccard. Parce que Auguste Piccard, justement, a eu des idées peut-être un peu farfelues, de génie, etc. Et il a créé beaucoup de choses, dont le bathyscaphe, mais il est également parti dans les airs pour explorer la stratosphère. Donc ça, c'était déjà un début, cette existence du bathyscaphe. C'était le début de l'exploration sous-marine. Voilà, donc c'était une petite révolution. On a eu Cousteau. Ensuite, Cousteau, qui, avec d'autres personnes dont j'ai malheureusement oublié le nom, ils ont inventé le détendeur, donc le scaphandre autonome, ce qui a donné beaucoup d'autonomie, scaphandre autonome bien sûr, mais beaucoup d'autonomie aux plongeurs, ce qui a permis aux plongeurs de descendre en profondeur, de rester longtemps, ou plus ou moins longtemps, sous l'eau et de se déplacer dans la longueur. Donc de pouvoir explorer de manière assez indépendante le milieu marin. Et ça a été une vraie révolution. Quand le scaphandre autonome a pu être développé, ça a vraiment révolutionné l'utilisation l'utilisation de partir à la recherche du milieu marin. Malgré tout, on était assez naïfs. On pensait que dans la mer, il n'y avait pas grand-chose. On pensait qu'en dehors des 10, 20, 30 premiers mètres, il n'y avait pas de vie. Et en 1977, on a découvert les fumeurs, les sources hydrothermales au niveau de la mer de la dorsale médio-océanique. Et là, on a été extrêmement surpris. On s'est rendu compte qu'au niveau de ces fumeurs, on avait une vie extraordinaire, une vie animale extraordinaire. Et ça, on s'y attendait pas, parce qu'on est à des profondeurs extrêmement élevées. On est à moins 400, moins 500, moins 800 mètres, voire même plus d'ailleurs. On est dans des conditions environnementales extrêmement dures. Pas de lumière, du sulfure d'hydrogène, des conditions qui ne sont pas du tout propices à la vie, ou en tout cas à notre conception de vie. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une vie étonnante au niveau de ces sources hydrothermales. On a une température élevée. Alors, au niveau de la sortie du fumeur, on est à 400 degrés, mais ça se dilue très rapidement. Et quelques mètres plus loin, on est à 80 degrés. Mais on a des animaux qui survivent à 80 degrés. Nous, on est incapables. On n'a pas d'espèces animales, très peu en tout cas sur Terre, qui soient capables de résister à 80 degrés. Et bien, dans ce milieu très hostile, on a découvert que les animaux étaient capables, certains, en tout cas, s'étaient adaptés et étaient capables de se développer et de vivre, et de manière très florissante. Ça a quand même remis à mal toutes nos suppositions, et on s'est dit que si ces animaux étaient capables de se développer dans ces conditions si extrêmes, c'est qu'ils avaient forcément développé des molécules, synthétisé des molécules très particulières, et que peut-être on pourrait les exploiter à des fins thérapeutiques ou autres. C'est le début ça fait partie des choses qui ont jalonné l'histoire de la pharmacologie marine. Est-ce que vous connaissez ce monsieur ? Ça, c'est pas sûr. Très intéressant. Laurent Balesta. Laurent Balesta, il a fait. Alors, il intervient régulièrement dans des explorations sous-marines et il a mis en avant. Il a photographié pour la première fois un poisson qui s'appelle le sélacanthe. Le sélacanthe, c'est un poisson que l'on pensait
mort depuis très longtemps, un poisson fossile. En 1938, on en a pêché un vivant. Il y en a un qui est remonté dans les filets de pêcheurs en Afrique du Sud. Bon, voilà. Mais on ne l'avait pas vu vivant. Il était mort quand il est remonté. Dans les années 52, je crois, 1952, on en a vu un également aux Comores. Voilà. Mais là aussi, il était mort. Il a fallu attendre le début des années 2000 pour que quelqu'un en voie un nager de visu. Et il a fallu attendre 2010 pour que Laurent Balesta prenne pour la première fois une photo et filme le sélacanthe. On est en 2010, on va dire jusqu'aux années 2000 en tout cas, on pensait que ce poisson n'existait pas, qu'il avait disparu de la surface du globe terrestre. Et on pensait que voilà, c'était purement un poisson fossile. Et tout ça pour vous montrer qu'on ignore beaucoup de choses sur le milieu marin. On pense qu'on connaît beaucoup, mais en fait, on connaît très très peu de choses. On s'est rendu compte aussi avec le piton de la Fournaise. En 2007, on a eu une éruption du piton de la Fournaise et la lave chaude, quand elle est tombée dans l'eau, il y a eu une remontée d'eau au niveau de la Réunion et il y a eu 35 espèces de poissons qui n'avaient jamais été décrites à la Réunion et 12 nouvelles espèces de poissons qui n'avaient jamais été décrites de par le monde. On est en 2007 à la Réunion, un endroit qui est quand même très facile d'accès. On n'est pas au fin fond de la dorsale ou la fosse des Mariannes, etc. La Réunion, c'est très facile d'accès d'un point de vue physique, d'un point de vue géopolitique, par rapport au traité de Nagoya, de protection des espèces, etc. C'est très facile et pourtant, eh bien, on ignorait beaucoup de choses. Donc, cet espoir de nouveauté, il est certainement vrai, effectivement, et il est porteur d'espoir, il est porteur d'espoir. C'est pas très bien dit, c'est pas très heureux comme conclusion. Donc, il est porteur d'espoir, ce milieu marin. Alors, les bioressources marines, concrètement, on fait comment pour aller les chercher ? Je vais vous prendre un exemple de ce qui s'est fait au laboratoire, qui à l'époque s'appelait le SMAB. Eh bien, on a participé à une campagne de collecte d'échantillons du milieu marin à des fins de recherche de molécules anticancéreuses, immunomodulatrices et puis antivirales. Donc, c'était un projet européen avec des prélèvements dans différents endroits et notamment au niveau du golfe de Djibouti. Alors, le golfe de Djibouti, ça ressemble à ça. C'est très joli, c'est superbe. Par contre, il n'y a rien. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que quand vous arrivez pour faire une mission, pour faire un prélèvement, il faut gérer toute l'infrastructure derrière. Donc, lorsqu'on recherche des molécules marines, c'est bien, on part ramasser des organismes marins, mais il y a toute une organisation derrière qui est extrêmement compliquée en amont et qui nécessite beaucoup de temps, beaucoup d'argent, de financement, etc. Il n'y a rien du tout. Donc, il a fallu y aller avec les tentes militaires, il a fallu prévoir les bateaux, il a fallu prévoir les bouteilles de plongée. Tout devait être prévu. Il a fallu prévoir également de re-remplir les bouteilles de plongée, etc. Donc, un gros projet. Mais c'est ce qui s'est fait de par le monde dans tous les laboratoires. Par contre, vous avez ensuite des plongées qui sont magnifiques, et puis vous remontez, et puis vous partez, vous isolez tous les petits organismes que vous avez récupérés. J'ai pas de souris, voilà, ici. Donc voilà, vous mettez ça de côté, vous mettez ça dans des petits sacs, et au moment où vous faites les prélèvements, il faut en ramasser suffisamment pour pouvoir aller au labo, faire des tests, essayer d'identifier des molécules intéressantes, mais il ne faut pas en ramasser trop parce qu'il ne faut pas non plus épuiser le milieu. Et vous verrez, je vous donnerai tout à l'heure quelques exemples. Et quelquefois, on a dû ramasser des tonnes et des tonnes d'organismes. Donc tout ça constitue ce que l'on appelle une échantilliothèque ou une collection d'échantillons d'organismes. Alors très brièvement, de la molécule au médicament, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet avec quelques exemples. Vous avez travaillé sur un organisme marin, peu importe lequel.
vous avez trouvé un truc extraordinaire, super, c'est génial. Avant que ça soit commercialisé comme médicament, il y a plein d'étapes restrictives. Alors, on fait des études précliniques, vérifier la toxicité de votre molécule, vérifier qu'il n'y ait pas d'impact sur la reproduction, les capacités reproductrices des organismes qui les prennent, vérifier qu'il n'y ait pas d'impact sur les embryons dans la génération N, à la génération N+1, etc. Comment ça se passe voilà, donc tout ça, ce sont des études précliniques. Vous réussissez ces premiers essais et puis vous avez les essais cliniques. Très brièvement, la phase 1, c'est la phase qui se fait sur les volontaires sains, qui permet de voir la tolérance et qui permet de définir un petit peu ce que l'on appelle les paramètres ADME pour absorption, distribution, métabolisation, élimination. C'est ce qu'on appelle la pharmacocinétique. Je n'irai pas plus loin dans le détail. Vous passez la phase 1, vous arrivez à la phase 2. La phase 2, nombre limité de malades qui permet de déterminer la posologie optimale de votre molécule. Quel est le rapport entre ce que ce soit suffisamment efficace et tolérant, qu'il n'y ait pas d'effets secondaires trop importants qui puissent apparaître. C'est un nombre limité de malades. La phase 3, on passe à une quantité de malades, à un essai sur des malades en plus grand nombre. L'objectif étant à la fois de voir l'intérêt thérapeutique et de comparer ça à des médicaments existants. Est-ce qu'il y a vraiment un bénéfice à votre nouvelle molécule? Et également de voir le rapport bénéfice-risque de votre molécule entre ce qu'elle soigne et ce qu'elle peut générer comme effet secondaire. Et c'est un ratio entre les deux. Et lorsque vous arrivez, votre phase 3 est concluante, eh bien vous pouvez avoir l'AMM qui est octroyée, l'autorisation de mise sur le marché. Et débute alors la phase 4, qui est la phase de pharmacovigilance, qui se poursuit tout au long de la vie du médicament. C'est le suivi après commercialisation, l'objectif étant de voir sur le long terme s'il y a des choses qui apparaissent ou pas, quelle est la tolérance à grande échelle, etc. Et donc, on va voir un petit peu les molécules. Je vais vous présenter plutôt les molécules qui sont commercialisées. Alors, j'ai pris de manière assez simple une copie d'écran d'un site internet qui est très très bien fait, ce qui s'appelle Marine Pharmacology. Je vais vous indiquer l'adresse juste après, et qui recense de manière complètement exhaustive l'état de l'art de ces molécules d'origine marine dans les essais cliniques. Alors là, j'ai juste pris les molécules marines qui sont commercialisées. Vous avez ici les noms de ces molécules. Alors, bon, les tableaux, c'est en général pas très, très lisible, hein, puis on ne va pas s'attarder dessus. Mais vous avez ici les noms des molécules. Vous avez ce qui est important ici, l'année de commercialisation, enfin en tout cas où ça a été approuvé par l'organisme américain, la FDA. Voilà, et puis on est en général l'Agence européenne du médicament et on est en général assez proche en date. L'organisme marin qui l'a fourni, et puis on va regarder plutôt cette colonne ici qui concerne les pathologies qui sont traitées. Voilà toute la liste. Vous avez l'adresse ici du site internet qui est mise à jour régulièrement. Hein, là, c'était novembre 2021. Il y en a au total 17 molécules. 17 molécules d'origine marine qui sont aujourd'hui commercialisées comme médicaments. Alors, on va s'intéresser à quoi? Je ne vais pas toutes vous les présenter parce que ce serait super catalogue et pas très intéressant. On va se focaliser sur quelques molécules. C'est un choix qui, moi, m'ont semblé importante. C'est toujours un choix, on est bien d'accord. On a les trois premières ici, cytarabine et vidarabine, qui sont très proches. On a le ziconotide. C'est une très belle histoire, ce ziconotide, cette découverte et cet isolement et cette commercialisation de cette molécule. Et puis, on s'attardera sur la trabectédine, qu'on appelle également IT 743, sur la plitidepsine,
molécule très intéressante peut-être en ce moment. Et puis, on abordera en une seule fois quelques molécules ici pour lesquelles j'ai mis une petite flèche, qui sont des molécules qui ont la même structure chimique au départ avec quelques petites variantes. Voilà un petit peu le plan qu'on va suivre, et puis je vous parlerai d'une autre molécule qui n'est pas sur ce tableau, mais on verra pourquoi. Alors tout de suite, les deux premières molécules, les première molécule également, première molécule du tableau, première molécule historique, c'est la découverte de ce qu'on appelle des analogues nucléosidiques, la cytarabine et la vidarabine. On est dans les années 60 et les chercheurs s'intéressent à une éponge du golfe du Mexique, Cryptothetia crypta. Et ils ont découvert que cette éponge synthétisait des molécules qui ressemblent beaucoup aux nucléosides que l'on a. Alors vous savez peut-être ou pas d'ailleurs, on a une information génétique qui est notre ADN, l'acide désoxyribonucléique, et puis notre ADN il est constitué de ce que l'on appelle des bases, des nucléosides. Donc, qui sont essentiels à notre je cherche le mot, je vais pas le trouver. Zut, la multiplication des cellules, etc., qui sont essentielles à la vie. Et il se trouve que l'on a 4 ou 5 molécules essentielles chez nous, suivant si on est au niveau de l'ADN ou de l'ARN, peu importe. Et il se trouve que chez Cryptothetia crypta, eh bien, il y a ces deux molécules très proches qui ressemblent beaucoup à nos nucléosides, si ce n'est qu'elles changent ici par rapport au sucre, ce qui était très très étonnant. Et il se trouve que ces molécules, ce sont de bons ce qu'on appelle des antimétabolites, c'est-à-dire qu'ils vont venir inhiber la réplication de l'ADN. Et c'est comme ça qu'on sont apparus sur le marché la cytarabine, qui est un antitumoral majeur. Aujourd'hui, on ne travaille plus du tout à partir de l'éponge. Ça ne serait absolument pas viable d'un point de vue écologique. On en fait une synthèse chimique. Mais c'est une molécule qui est toujours sur le marché comme anticancéreux et qui est toujours en essai clinique perpétuel sur d'autres formes de cancer, sur des associations avec d'autres molécules, etc. Mais c'est une molécule majeure comme antitumorale. Et puis, très proche de la cytarabine, on a la vidarabine, qui est une molécule qui présente des propriétés antivirales, alors qui a été beaucoup utilisée, qui l'est aujourd'hui un petit peu moins par rapport au virus de l'herpès, etc. La vidarabine, c'est un analogue de ces molécules qu'on synthétise au laboratoire. Et on s'est rendu compte, quelques années après, qu'on avait une autre gorgone, un autre organisme marin, Unicella cavolini, qui était capable de synthétiser toute seule cet analogue. C'est-à-dire que là où, dans Cryptothetia crypta, on a découvert une molécule qu'on a synthétisée et légèrement modifiée au laboratoire, on s'est rendu compte, quelques années après, que une autre gorgone, un autre organisme, avait fait le même travail que nous, on avait fait au laboratoire. Donc, on n'avait rien inventé finalement. La gorgone avait déjà synthétisé ce type de molécule. Alors, pourquoi elle le fait ? Ça, on ne sait pas. Ça, on ne sait pas du tout. Mais toujours est-il que cette gorgone est capable de synthétiser cette vidarabine. Et puis, à partir de cette vidarabine, on a fait un dérivé de synthèse, toujours, qui s'appelle la ribavirine, et qui est une molécule très utilisée pour prendre en charge le virus de l'hépatite B. De l'hépatite C, pardon. Cytarabine et vidarabine, ce sont les premières molécules d'origine marine qui ont été commercialisées. Bon, d'un point de vue historique, elles sont importantes. D'un point de vue thérapeutique, elles sont également
importante, en tout cas la cytarabine, parce qu'elle est très présente sur le marché des antitumoraux. Par contre, sur le côté petite histoire, effectivement, il y a un petit peu moins de glamour. Le glamour, il commence à arriver avec l'ectéinacidine 743. Alors, on travaille à l'époque les chercheurs travaillent à l'époque sur une acidie, Ecteinacidia turbinata. Ils isolent de nombreuses molécules, et puis il y en a deux qui sortent du lot. IT 743, IT 749. Donc ça, c'est leur petit nom, IT 743. C'est elle qui est devenue leader sur le marché, qui a été développée par une entreprise espagnole qui s'appelle PharmaMar. Voilà la structure qui ne vous parlera peut-être pas. En tout cas, ceux qui s'y connaissent un petit peu en chimie pourront vous dire que c'est une molécule très compliquée. IT 743, c'est une belle histoire parce que c'est une molécule de structure assez compliquée à synthétiser, un mécanisme d'action très très particulier, et qui a obtenu l'AMM en Europe bien avant d'obtenir son AMM aux États-Unis. Elle a obtenu son AMM en Europe en 2009, mais dans un cadre très particulier chez les patients qui ont un sarcome des tissus mous évolué. Donc une utilisation très ponctuelle. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle n'a pas montré d'intérêt majeur par rapport aux autres molécules sur le marché. Néanmoins, pourquoi c'est une molécule intéressante ? C'est parce qu'on a commencé à mettre au point, à se heurter en fait à des molécules de structure chimique très très complexes qu'on ne pouvait pas reproduire au laboratoire. On a essayé, les laboratoires ont essayé effectivement de faire la synthèse chimique de ce type de molécules. C'est absolument impossible. En termes d'étapes, c'est je ne sais plus combien, 50 ou 80 étapes à peu près de chimie, avec un rendement très très mauvais. Et économiquement, c'est absolument pas viable. Donc, le PharmaMar, qui tenait vraiment à son IT 743, a dû trouver des solutions. Et c'est là-dessus où je trouve que c'est une belle histoire, c'est que on a dû se creuser la tête pour trouver autre chose. Alors, on a fait de l'aquaculture sur Ecteinacidia turbinata, c'est-à-dire qu'on a l'acidie, on a des grands aquariums, et on la cultive, et on la récolte, et on extrait les molécules. L'aquaculture, elle a été faite, elle a été mise au point, mais il a fallu 40 tonnes d'acidie pour pouvoir tester la molécule en essai clinique. 40 tonnes d'acidie, ce qui est énorme, malgré tout, et ce qui implique derrière un travail phénoménal de purification. Donc, économiquement parlant, c'est pas non plus très rentable. Écologiquement non plus, même si on ne va pas arracher les acidies de leur environnement. Ça veut dire que vous consommez beaucoup de solvants, etc. Donc des dérivés du pétrole, c'est pas très rentable. Et puis on s'est rendu compte qu'on avait une sorte de bactérie, Pseudomonas fluorescens, une petite bactérie, qui était capable de synthétiser une partie de la molécule. Et donc maintenant, c'est le procédé qui est utilisé. On utilise cette bactérie pour produire une partie de la molécule. C'est ce qu'on appelle une hémisynthèse. Et derrière cette molécule, on va faire de l'hémisynthèse, on va la modifier légèrement pour aboutir à la synthèse ici de IT 743. Donc on est parti au départ d'une acidie. On ne peut pas l'exploiter. On a essayé l'aquaculture, ça ne marche pas. La seule solution, elle passe par finalement une sorte de biotechnologie qui est de la fermentation à partir d'une bactérie. Donc, c'est une belle histoire au sens où, à partir de l'animal, on ne peut pas, mais on va utiliser d'autres dérivés de manière à faire produire cette molécule qui nous intéresse. Donc, Yondelis, c'est une production réussie. C'était pas gagné. PharmaMar, quand ils ont commencé, ils étaient une toute petite entreprise espagnole. On verra qu'aujourd'hui, ils ont quelques beaux produits sur le marché et ils s'implantent relativement bien. Le ziconotide. Le ziconotide, c'est une molécule extrêmement intéressante à tous les points de vue. Le ziconotide, c'est l'alliance de la connaissance et de la curiosité. Tout ça a permis la découverte de ce médicament, et la découverte du ziconotide et la mise sur le marché de cette molécule comme médicament. Et comme quoi il faut connaître son environnement, il faut également être très curieux de nature.
Les venins, le zygonotide, ça vient d'un venin, d'un cône. Tout ce qui est venin, que ce soit le venin d'un scorpion, d'un serpent, d'une araignée, d'une abeille, etc., c'est plein de molécules à l'intérieur. Et ces molécules, elles ont une certaine toxicité. Mais vous connaissez peut-être cette phrase de Paracels, tout est toxique, rien n'est toxique, tout dépend de la dose. Eh bien là, c'est exactement ça. Ces molécules qui sont toxiques, on peut peut-être les utiliser d'un point de vue bioactif cette fois-ci, d'un point de vue thérapeutique. Alors, connaissance. Pourquoi est-ce que la connaissance était importante? Parce que l'observation de ces cônes qui nous donnent le zygonotide, ce sont des petits mollusques, des petits gastéropodes qui sont plus ou moins grands. Alors, on en a qui sont tout petits, qui font 5-7 cm, et puis on en a qui peuvent faire une vingtaine, trentaine, quarantaine de centimètres à peu près. On a plus de 500 espèces de cônes. Ils vivent en milieu tropical, et ces cônes, ils ont des régimes alimentaires différents. Donc, on a des cônes qui consomment des petits vers de sable, on a des cônes qui consomment des petits poissons, par exemple, donc des cônes piscivores. Et ça veut dire que si vous avez affaire à un cône piscivore, eh bien, c'est une sorte d'escargot, tout simplement. Il est capable d'avoir un venin qui aille tuer un petit poisson. Donc, un petit animal comme ça est capable de tuer un petit poisson. On rapporte même dans la littérature des accidents d'hommes qui ont ramassé des cônes. Alors, c'est plutôt des touristes, parce que les touristes vont plonger en milieu tropical, trouvent ce coquillage très, très joli, et puis ils le ramassent, ils le mettent dans la poche du maillot de bain, et puis le cône, il se sent attaqué, donc il injecte son venin, et l'homme peut mourir. Voilà. Donc, un petit bestiau comme ça peut être capable de vous tuer. Et partant de ces constats, c'est de cette connaissance de son environnement et de ses observations, eh bien, les chercheurs, ou en tout cas un premier chercheur qu'on verra juste après, s'est dit que c'était extrêmement intéressant et que ces cônes avaient forcément dans leur appareil venimeux un venin très particulier qui pouvait être intéressant d'étudier. Cet homme, c'est le professeur Oliveira. Il est philippin. C'est important qu'il soit philippin parce qu'il a grandi aux Philippines, et quand il était gamin, il ramassait ses cônes. Il les connaît très très bien, il les trouvait très jolis, mais lui, étant philippin, savait le danger. Il fait ses études aux États-Unis, il fait sa thèse, et puis il monte un projet. C'est un peu compliqué, et puis il se rend compte que finalement, il faut être un petit peu avant-gardiste et il faut tenter les choses. Et il a une collection de cônes, on le voit ici, il nous montre tous ces jolis cônes qu'il a récoltés. Et il se dit, en fait, je vais partir de là, je vais monter un nouveau projet, je vais partir de ces cônes, je vais récupérer les venins de ces cônes, et puis je vais regarder ce qu'il y a dedans. Parce que si ces cônes sont capables de tuer des poissons, plus ou moins grands, si ces cônes sont capables de tuer des êtres humains, peut-être qu'on peut isoler des molécules très intéressantes, et peut-être qu'on peut, peut-être pas les exploiter, mais en tout cas, accéder à une meilleure connaissance du fonctionnement de l'organisme humain. Donc, il a sa collection de cônes dont il récupère les venins. Il teste ça sur souris en intrapéritonéal, c'est-à-dire qu'on injecte directement le venin dans le ventre de la souris. Il isole des molécules qu'on appelle des conotoxines, mais il n'y a rien de transcendantal. Elles sont toujours toutes paralysantes, en fait. Toujours. Assez étonnant. Alors, c'est le but du venin. Le but du venin du cône est de neutraliser, de paralyser la proie pour pouvoir la consommer, bien sûr. Mais il est un peu déçu. Et puis, il a un étudiant de 19 ans, Chris Clark, qui dit, mais en fait, là, on injecte directement dans le ventre de la souris, mais peut-être qu'on a un problème à ce niveau-là, lors de l'injection, et peut-être que les molécules qu'on injecte manquent d'efficacité parce qu'elles restent au niveau du système, au niveau du ventre. Peut-être qu'on devrait essayer d'injecter directement au niveau du système nerveux central. En fait, l'idée sous-jacente, c'est que
notre cerveau, il est protégé par ce que l'on appelle la BHE, la barrière hémato-encéphalique, qui limite le passage de beaucoup de molécules entre le sang et le cerveau. Ça fait une sorte de barrage, un péage en quelque sorte, un barrage qui empêche de nombreuses molécules d'accéder et d'agir au niveau du système nerveux central. Et donc cet étudiant qui a 19 ans met au point des injections directement dans le crâne des souris. C'est une sacrée avancée. Et là, ils se rendent compte que quand ils injectent ces mêmes molécules, quand c'était dans le ventre de la souris, ça faisait que les paralyser. Quand ils les injectent directement au niveau du système nerveux central, on a des effets neurologiques qui sont beaucoup plus variés et beaucoup plus intenses. Alors, quand je dis beaucoup plus variés, vous avez quelque chose ici qui est un enregistrement globalement, et pour faire assez simple, chaque pic à peu près correspond à une molécule. Donc, bien évidemment, ils ont isolé chaque pic. Ils se sont rendus compte que chaque pic génère, chaque molécule injectée toute seule génère des effets très différents chez la souris. Donc, on a ce que l'on appelle du grooming. Chez la souris, c'est un comportement compulsif. Elle se met à se lécher tout le temps, par exemple, des choses comme ça. Le pic qui est juste ici provoque des convulsions. Le pic, je ne sais pas lequel c'est voilà, le tout petit, c'est une hypersensibilité. Shaking ici, c'est des tremblements. Donc on a plein d'effets variés et très très intenses sur ces souris lorsqu'on injecte directement. Alors là, on a une preuve de concept qui est que finalement, eh bien, cette BHE, cette barrière hémato-encéphalique, elle protégeait le cerveau des souris et que tester ces molécules en l'injectant directement en intrapéritonéal, en intrapéritonéal, ça n'avait pas trop d'intérêt et on passait à côté de quelque chose. Alors c'est bien, on est content, on a prouvé quelque chose. Mais le venin d'un cône qui est grand comme ça, c'est quelques gouttes. À partir de là, il va falloir isoler des molécules. Et comment on va faire pour produire tout ça? Et alors là, c'est à ce moment-là qu'intervient un deuxième étudiant. Il a beaucoup d'étudiants, le professeur Oliveira. C'est Chris Hopkins qui, lui, met au point la traite du conus, la traite du cône. Il a une technique très particulière. Vous avez ici le cône qui est représenté. Vous avez ici son système d'injection à venin qui s'appelle un proboscis, mais peu importe. Et puis, ce que fait Hopkins, il met devant le cône, il lui passe un petit poisson rouge, histoire de l'attirer, de lui dire « Hé Coco, regarde, il y a un truc à bouffer ». Et prestamment, il retire son poisson et il met devant. Alors ici, c'est un Eppendorf, mais en réalité, quand les premières expériences ont commencé, c'était avec un préservatif un petit peu gonflé qu'il utilisait. Il le passe devant le cône, et le cône qui était déjà un petit peu réveillé par l'odeur du poisson rouge, balance son proboscis, balance sa petite dent, son appareil à venin, directement dans l'Eppendorf ou le préservatif, et injecte son venin directement dedans. Et ça permet à l'étudiant Hopkins de récupérer petite goutte par petite goutte du venin, sans avoir à tuer l'animal et à le récupérer au niveau de son appareil à venin. Donc c'est ce qu'ils appellent en fait la traite du mollusque. Ce qui a révolutionné cette extraction en fait de ce venin. Parce que sinon, il ne s'en sortait pas. Donc ça, c'était le deuxième étudiant du professeur Oliveira. Et puis, il a eu d'autres étudiants, Anthony Luke et Michael McIntosh, qui ont travaillé ensuite, suite aux travaux de Hopkins, qui ont réussi à isoler les premières oméga-conotoxines, qui les ont identifiées et qui en ont fait ensuite la synthèse. Alors, on a fait la structure, on a fait la synthèse. Oliveira, à cette époque-là, il est vraiment sur de la connaissance très fondamentale. C'est-à-dire que son objectif est un petit peu de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans ces venins, pourquoi ça agit, sur quel type de structure ça agit, etc. Ce n'est qu'en 1988, donc 18 ans après le début de ses études sur ces cônes,
qu'il se dit, mais finalement, ces molécules, est-ce qu'on ne pourrait pas les utiliser d'un point de vue thérapeutique? Mais son objectif initial, ce n'était pas du tout ça. Il était vraiment sur de la recherche fondamentale et pas du tout de la recherche appliquée. Donc, 18 ans après le début de son étude, se pose la question des éventuelles applications thérapeutiques de ces molécules qu'il a isolées. Les études ont montré que ces conotoxines agissaient sur des structures, sur des canaux très particuliers qui n'avaient pas d'équivalent. Aujourd'hui, on a une molécule qui est commercialisée qui s'appelle le ziconotide. Alors en fait, son vrai nom, c'est l'oméga-conotoxine, mais vous imaginez bien que pour un médicament, porter le nom de toxine, c'est pas très très vendeur. Donc il a fallu lui trouver un autre nom, d'où le nom ici de ziconotide. Le ziconotide, les essais thérapeutiques ont montré qu'il avait une activité antalgique 100 à 1000 fois supérieure à celle de la morphine. Donc extrêmement actif par rapport à la douleur. Ça, c'est extrêmement intéressant chez les patients qui ne supportent plus les opioïdes, pour qui on est en échec thérapeutique par rapport à ça. Le problème du ziconotide, c'est la même chose que quand Clark a testé les extraits de venin, c'est qu'on ne peut pas l'injecter dans le sang. On est obligé, pour que ça agisse, de l'injecter directement au niveau du système nerveux central. Donc c'est une utilisation qui est quand même très très lourde et très particulière. Donc aujourd'hui, le ziconotide, qui est commercialisé en France depuis 2008, il est utilisé chez des patients très douloureux qui ne sont pas soulagés par les traitements classiques et qui sont on leur injecte directement dans la moelle épinière. Donc on a une petite pompe. Donc effectivement, je vous vois faire ça. Je suis d'accord avec vous. C'est pas quand on a mal à la tête, ça marche pas. C'est vraiment les douleurs très lourdes et récidivantes et non prises en charge de manière correcte avec les traitements actuels. Donc c'est vraiment à la fois une molécule particulière et une technologie particulière. Alors moi, je trouve que le ziconotide, c'est une très belle histoire parce qu'on est parti au départ de Baltomero Oliveira, petit enfant philippin qui ramasse gamin des cônes, qui sait le danger, et puis il devient étudiant, il devient enseignant-chercheur, il devient prof, et il décide d'élucider en fait le mystère de ces cônes, mais d'un point de vue fondamental, avant de se dire que peut-être il y aura une utilisation thérapeutique. Donc c'était pas du tout ce qui l'a motivé au départ, et il était vraiment sur l'aspect fondamental. Donc une molécule très efficace qui aujourd'hui, soyez rassurés, on n'utilise pas les cônes, on utilise de la synthèse chimique. On en est toujours là, la synthèse chimique reste très importante pour les produits naturels. Retour à Pharmamar. On va être un petit peu plus bref. Une molécule qui s'appelle la plitidepsine, qui est obtenue à partir d'une acidie, Aplidium albicans, que l'on trouve spécifiquement en Méditerranée au niveau d'Ibiza, dans cette zone-là. Vraiment géographiquement très, très concentré. À partir de cette aplidie, on a des molécules qui s'appellent les didémnines. On en a isolé un certain nombre. Elles ont toutes été en échec clinique. Ça n'a pas marché. Manque d'efficacité, manque de spécificité. Ça agissait un petit peu partout. Bref, pas trop d'intérêt. C'était un petit peu un échec. Et puis, on a modifié un petit peu la structure de base pour la rendre un petit peu plus efficace. Et ça nous a donné ici la plitidepsine. La plitidepsine a obtenu son autorisation de commercialisation en Australie en 2018, donc c'est assez récent, pour prendre en charge des myélomes, pour traiter des myélomes multiples, certains types de leucémie et certains types de lymphome. Bon, c'est une belle histoire en soi. Voilà, on a Pharmamar a su rebondir. Donc Pharmamar, c'était IT 743 aussi. Ils ont eu le nez creux. On est d'accord, mais ils ont connu des échecs. Au début, quand ils sont sur les didémnines, ça ne se passe pas tout à fait comme ils veulent.
De nombreux autres essais cliniques pour les plitidepsines, divers et variés. Je vous ai dit que l'AMM en Australie, elle date de 2018. En Europe, l'Europe n'a pas donné d'AMM pour la plitidepsine aujourd'hui, argumentant qu'il n'y avait pas de... ce que l'on appelle le service médical rendu, enfin, il n'y avait pas une amélioration par rapport à ce qui existe. C'est-à-dire que les molécules existantes sont globalement assez satisfaisantes et que la plitidepsine n'apporte pas grand-chose. Donc l'AMM, pour l'instant, a été refusée en Europe. Par contre, PharmaMar est sur un créneau très porteur. Alors, il teste la plitidepsine sur plein d'autres essais cliniques en oncologie, bien sûr, hein, mais également sur celui-là, vous l'aurez reconnu, sur le Covid-19. On le sait depuis très très longtemps que la plitidepsine a une activité antivirale et puis une activité sur les cellules tumorales. L'activité antivirale, on n'a jamais vraiment réussi à complètement la développer. Néanmoins, le Covid-19 a fait que tout le monde s'est un petit peu jeté dessus pour trouver la molécule qui allait pouvoir éradiquer le coronavirus. Et la plitidepsine en fait peut-être partie. Alors, PharmaMar communique très peu dessus. Leur molécule par rapport au Covid-19 est en phase 2, phase 3, donc déjà très avancée. Alors, pourquoi ils ont pu aller si vite? C'est parce que c'est une molécule qui est déjà connue au niveau oncologie. Donc, on connaît les doses de tolérance, etc. On connaît des effets secondaires. C'est une molécule qu'on maîtrise bien, je dirais. Enfin, on a un petit recul en tout cas dessus. Donc, ça a permis d'aller assez vite sur le début des phases. Et puis, donc on est en phase 2, phase 3. On s'est rendu compte en fait que cette molécule agissait au niveau d'un facteur de transcription qui était humain et qui n'était pas lié au virus. Donc les espoirs, c'est que peu importe le variant qu'il y aura, comme on agit au niveau du facteur de transcription humain et non viral, ça devrait être efficace. Donc aujourd'hui, on est en phase 2, phase 3 pour cette molécule vis-à-vis du coronavirus. Alors, c'est bien évidemment pas la seule, hein, on est bien d'accord, mais elle a peut-être toutes ses chances. PharmaMar communique peu dessus parce que PharmaMar reste une petite entreprise, alors qui a bien grossi, qui a un poids important certainement en bourse, mais malgré tout par rapport au blockbuster pharmaceutique qui fait quand même moins le poids. C'est-à-dire que s'ils claironnent sur toutes les unes des journaux, etc., qu'ils ont une molécule, que bientôt dans 6 mois ils vont sortir le médicament anti-Covid, etc., et que ça ne marche pas, très clairement leurs actions vont chuter. Et leur entreprise, où ils ont quand même déjà quelques molécules sur le marché, eh bien, ils risquent de peut-être pas mettre la clé sous la porte, mais en tout cas, leur avenir sera très compromis. On reste sur une entreprise de moyens effectifs. Hein. Donc, ils communiquent à bas bruit. On en entend parler. Quand on va sur le site de PharmaMar, on a ce type d'informations. Ça se transmet un petit peu dans la presse, même la presse grand public, hein, pas forcément la presse spécialisée, la presse scientifique, mais il reste assez silencieux. Les essais de phase 2-3 semblent plutôt prometteurs. Donc, à suivre, voilà pourquoi je voulais vous la présenter, parce que la plitidepsine en soi, comme antitumorale, elle a son AMM qu'en Australie. Elle ne présente pas un grand intérêt, mais peut-être qu'on en reparlera, tout simplement, pour le Covid-19. Alors, la bryostatine. La bryostatine, c'est une molécule compliquée. On va voir 2 molécules maintenant. Elle ne faisait pas partie de mon tableau, de celui que je vous ai montré des molécules qui sont approuvées. La bryostatine 1, elle a été détectée en 1968 à partir d'un bryozoaire qui s'appelle Bugula neritina, qui est un bryozoaire extrêmement cosmopolite, extrêmement présent un petit peu partout, qui est un agent du fouling. Donc, c'est un petit bryozoaire qu'on retrouve souvent au niveau des coques des bateaux, etc. La molécule elle-même a été détectée dès 1968 par une équipe américaine, l'équipe de Georges Petit. On l'a identifiée en 1982.
Ça fait déjà un petit moment entre les deux. Il y a 14 ans qui se sont écoulés. Les essais cliniques débutent en 1990. Et puis on en est toujours là. C'est toujours en essai clinique depuis les années 90, en phase 2, en phase 3, sur plein de types de cancers différents. Ça n'aboutit jamais. Néanmoins, la bryostatine a obtenu le statut de ce que l'on appelle orphan drug, médicament orphelin, en 2001 pour traiter certains types de cancers très particuliers et qui ne sont pas soignés par les molécules classiques. Et pour lesquels la bryostatine reste la molécule de dernier choix. Mais il faut se faire aucune illusion, la bryostatine n'aboutira pas, n'ira pas beaucoup plus loin dans les essais cliniques. Ça ne sera pas la molécule qui va révolutionner le traitement des cancers. Donc on l'utilise comme orphan drug, mais c'est à peu près tout. Pourquoi je voulais vous en parler? Parce que c'est l'exemple type, encore mieux que IT 743, des problèmes auxquels se heurtent les entreprises pharmaceutiques lorsqu'elles font du produit naturel. Alors, vous avez ici la structure. Bugulane erythina, c'est un bryozoaire qui est très très présent. Néanmoins, de là à dire qu'on va aller le récolter, l'extraire pour en faire un médicament, c'est peut-être un petit peu osé. Donc on s'est dit, on va en faire la synthèse. Synthèse totale en laboratoire. On a fait beaucoup de dérivés synthétiques. Il n'y a aucune voie de biosynthèse qui soit industrialisable, comme tout à fait IT 743. Des molécules trop compliquées pour pouvoir être synthétisées au laboratoire. Alors, ils ont fait ce que l'on appelle une étude structure-activité. L'objectif étant de voir dans cette molécule un peu complexe, quelle est la partie qui est vraiment porteuse de l'activité. Alors, je remets l'animation parce que ça me fait toujours rire. Ils ont soi-disant simplifié le modèle. Simplifié le modèle, voilà, ils ont retiré. Ils ont retiré cette petite partie ici et puis les petites parties ici qui sont en noir. Bon, on n'est pas allé beaucoup, on n'a pas beaucoup amélioré les choses. Néanmoins, on s'est rendu compte que c'était cette partie qui était active. Voilà, on s'est dit c'est pas grave puisque la synthèse n'est absolument pas envisageable. On va se reposer la question de l'extraction. C'est un organisme abondant, certes, cosmopolite, certes, mais il y a très très peu malgré tout de molécules. On est de l'ordre de quelques milligrammes de bryostatine par kilo de bryozoaire. Et en 88, l'équipe de Georges Pittait a quand même décidé d'entreprendre la collecte de 13 à 14 tonnes de bryozoaire. IT 743, c'était 40 tonnes, mais en aquaculture. Là, ils sont allés dans le milieu naturel. Ils ont ramassé tout ce qu'ils pouvaient, 13-14 tonnes, et ils ont réussi à isoler 18 grammes de bryostatine, ce qui n'était pas si mal. Et ce qui était suffisant pour faire les tests biologiques et le début des essais cliniques. Ils ont néanmoins évalué que si on conservait cette méthode de production dans le cadre d'une production durable, écologiquement parlant, on n'arriverait pas à faire mieux que 30 à 40 grammes par an et que les besoins qui étaient estimés étaient de l'ordre de 100 à 500 grammes minimum pour traiter les patients, voire plusieurs kilos si on utilisait les bryostatines comme adjuvant, c'est-à-dire en complément d'un traitement. Donc bien évidemment, c'est difficilement compatible avec une utilisation raisonnée une récolte raisonnée de l'organisme dans son milieu naturel. Alors on s'est dit, on va faire comme IT 743, on va faire de l'aquaculture. C'est un bryozoaire, les conditions initiales sont assez favorables. Les bryozoaires, au départ, c'est des petites larves qui nagent, qui se fixent et qui très rapidement vont se métamorphoser en moins d'une douzaine d'heures. Et puis ça marche relativement bien au laboratoire. Donc si ça marche au labo, ça doit marcher en mer. Bon. Les objectifs, c'était est-ce que techniquement c'est faisable? Est-ce que ça va revenir cher? Parce que le coût et l'argent est quand même le nerf de la guerre. Et qu'est-ce qu'on va en retirer comme profit derrière pour les investisseurs? Donc, il y a une société qui s'est montée, Cal Biomarine Technology, en Californie, et qui a essayé ça. Alors, les larves, effectivement, on les a récupérées. Elles ont donné des organismes adultes. On a fait des essais en bassin. On les a fixés tout simplement sur du PVC multiperforé, puis on a fait buller de l'oxygène dedans. Donc ça restait assez simple. On leur a donné à manger à ces petites larves. Donc il faut derrière une production de microalgues.
de manière à les nourrir. On s'est rendu compte qu'elle mangeait très très vite ses larves et que suivant comment elle mangeait, comment on dosait ce qu'elle mangeait, la croissance était modifiée et la teneur en bryostatine pouvait être altérée. C'était un petit point un petit peu délicat. Puis on a dit, on va transférer ça en mer. Donc on va mettre ça loin du rivage et puis on va voir ce que ça va donner. On récupère des choses comme ça. Donc ça, c'est ce qui s'est fait. Donc vous avez ici... voilà, le petit bryozoaire qui a poussé. Donc, on est vraiment sur de l'aquaculture. On récupère ça et puis on extrait. Puis c'est censé bien marcher. Et puis c'est censé bien marcher. Et ça n'a évidemment pas marché comme on l'attendait. On s'est rendu compte que suivant les sites, on avait des panneaux qui avaient des bryozoaires qui produisaient la molécule et puis des panneaux dans un site un petit peu plus loin qui n'avaient pas la molécule, qui n'avait pas synthétisé la bryostatine. Alors là, on se dit que, a priori, c'était peut-être pas le bryozoaire qui faisait la molécule, il y avait peut-être ce que l'on appelle un symbionte, c'est-à-dire un micro-organisme à l'intérieur qui produisait, que quand on avait de la chance, il était dedans, et puis quand on n'avait pas de chance, il n'y était pas. On a identifié une sorte de bactérie, Candidatus endobugula certula. On a dit, super, alors ça, si c'est une bactérie, c'est très facile. On va donc faire de la fermentation et on va faire transférer les gènes, peu importe. Et puis, la route nous est ouverte pour produire autant de quantité de bryostatine que l'on veut. Et puis, ça n'a pas marché, bien sûr, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il faut que la bactérie, ce Candidatus endobugula, il soit associé avec Bugula neritina, qui soit associé avec son bryozoaire. Si les deux ne sont pas ensemble, il n'y a pas de synthèse de bryostatine, tout simplement. Donc aujourd'hui, on en est on produit cette molécule toujours par hémisynthèse. Donc l'hémisynthèse, c'est un autre micro-organisme qui va synthétiser une partie de la molécule et puis on récupère et au laboratoire, on la modifie de manière à synthétiser la molécule qui nous intéresse. Donc voilà où on en est aujourd'hui de cette synthèse de bryostatine. Mais ça n'évoluera pas beaucoup parce que c'est une molécule qui agit sur trop de systèmes pour pouvoir révolutionner le traitement des cancers. Mais ça vous montre bien les problèmes auxquels se heurtent les chercheurs quand ils découvrent une molécule et qu'ils veulent la commercialiser derrière. Comment est-ce qu'on fait pour la production ? Ma dernière petite présentation, parce que je suis peut-être un peu longue, je ne me rends pas bien compte. Oui. C'est les dolastatines. Les dolastatines, ce sont des molécules qui ont aussi été identifiées par l'équipe de George Pittait d'Arizona, qui avait travaillé sur les bryostatines. Ce sont des molécules qui sont extraites de ce que l'on appelle le lièvre de mer, Dolabella auricularia. Alors, c'est un petit mollusque herbivore qui se nourrit donc d'algues, qui a des aspects variés suivant son régime alimentaire. Il est plus ou moins vert, plus ou moins rouge, plus ou moins jaune, suivant ce qu'il peut consommer. Dolabella auricularia est connu depuis très longtemps. Je vous disais tout à l'heure, en tout début d'introduction, je vous avais dit que Pline l'Ancien racontait qu'on pouvait utiliser les plantes soit pour soigner, soit pour tuer. Et ça, c'est l'exemple parfait, puisque Pline l'Ancien rapporte vraisemblablement que Agrippine aurait tué son mari, l'empereur Claude, pour que Néron accède au trône. Et Agrippine aurait tué l'empereur Claude en lui donnant un extrait de Dolabella auricularia. C'est ce que rapporte Pline l'Ancien. Donc c'est quelque chose, c'est un petit animal, un petit lièvre de mer qui est connu depuis très longtemps pour son côté toxique. Alors malgré tout, les chercheurs s'y sont intéressés. Ils ont extrait des molécules, de nombreuses, qu'on appelle les dolastatines. Je vous en ai représenté une ici qui est la dolastatine 10. Il y en a deux principales, la D10 et la D15. Et la dolastatine 10... c'était une belle molécule qu'on espérait pouvoir utiliser comme antitumorale.
Malheureusement, ce fut un échec parce que beaucoup d'effets secondaires, parce que manque de spécificité. Voilà. Donc, ce fut un réel échec, la dolastatine 10. Donc, le labo s'était déjà pris les briostatines qui n'ont pas commercialisé, en tout cas très peu. Rebelote avec les dolastatines. Donc, gros échec. Mais entre l'échec et la réussite, il n'y a qu'un pas. Et le pas a été franchi entre ces deux étapes, tout simplement parce qu'ils ont réfléchi, se sont beaucoup cogité en se disant mais on va essayer malgré tout de valoriser nos travaux. On ne va pas rester sur cet échec. Et à partir de ces dolastatines, ces diverses dolastatines, ils ont fait de nombreux dérivés en synthèse chimique, des molécules qu'on appelle, tout d'abord qu'on a appelées l'auristatine. Et puis l'auristatine a été remodifiée et aujourd'hui on a deux molécules principales qui sont la monométhylauristatine E et la monométhylauristatine F. Et ces deux molécules aujourd'hui on les associe à des anticorps et elles sont commercialisées dans 6 médicaments. Donc on est passé de l'échec à la réussite. Et d'une molécule qui ne marchait pas, qui était absolument inutilisable, eh bien, on en a fait des dérivés. Et c'est là où s'est amorcé en fait quelque chose de complètement différent, parce que tout ce que je vous ai montré avant, ce sont des molécules qui viennent agir sur une cible bien particulière. Ici, on a une molécule qui agit sur une cible particulière, mais on va la coupler à un anticorps, et cet anticorps va être spécifique de certaines cellules tumorales. Ce qui fait que ces 6 médicaments ont des applications complètement différentes suivant l'anticorps qui est utilisé. Donc on va cibler le cancer de la prostate, par exemple, on va cibler le cancer de l'ovaire, le cancer du sein, etc. À chaque fois, c'est la même molécule, soit la MMAE, soit la MMAF, mais associée à un anticorps différent. Ça donne un médicament différent et une indication qui est différente. Et pour le coup, ça a été un réel succès, puisque sur les 17 médicaments, enfin les 17 molécules d'origine marine qui sont commercialisées aujourd'hui, il y en a 6 qui dérivent toutes de la dolastatine 10. Donc un réel succès de ces molécules. Et la suite, quel est-il ? Eh bien, ici, vous avez sur le petit tableau que j'ai repris de ce site internet de Marine Pharmacology, vous avez les molécules marines qui sont en phase clinique numéro 3. Donc, on a la plinabuline, la tétrodotoxine. Vous connaissez peut-être cette molécule. C'est une molécule toxique que l'on a dans le fugu, le poisson japonais qui, de temps en temps, tue les Japonais quand il est mal cuisiné. La tétrodotoxine, elle est en essai clinique de phase 3 depuis extrêmement longtemps, donc c'est pas gagné qu'elle réussisse à franchir le cap. Une molécule extraite d'une bactérie, et on retrouve ici, en phase 3, la plitidepsine contre le coronavirus. Donc là, on est en phase 3. Last update, 29 novembre, c'était il n'y a pas très longtemps. Ça, c'est les phases 3. Donc, vous voyez, on a 4 molécules en phase 3, 17 molécules commercialisées, 4 en phase 3. Et puis, je ne vous ai pas mis, mais en phase 2, on en a 9 autres et on en a 16 qui sont en phase 1. Donc, l'avenir est plutôt bien parti. La mer peut nous soigner, oui, effectivement, mais on se heurtera toujours aux problèmes de production. Et pour les problèmes de production, à part la fermentation qui peut être envisageable, eh bien, on aura toujours besoin des chimistes et de la synthèse. On peut difficilement s'en passer. Et pour conclure, je suis de Nantes. Alors, je ne suis pas nantaise, donc c'est pas du tout du chauvinisme. Je tiens à le préciser. Ce n'est pas ma ville, mais je trouvais que vous mettre cette citation de Jules Verne, qui est nantais, qui est né à Nantes. Quand il a écrit 20 milieux sous les mers, je trouvais que ça se mariait très bien avec ce thème. Et si la mer nous soignait, et si la mer d'ailleurs nous servait à tout, puisque Jules Verne nous dit que elle me nourrit, elle m'habille, etc., etc. Et il conclut en disant: c'est par la mer que le globe a pour ainsi dire commencé, et qui sait s'il ne finira pas par elle. C'était une belle. Il était très visionnaire, Jules Verne. On le sait. Je vous remercie de votre attention et
je suis à votre disposition si vous avez des questions. J'ai été longue. C'est nantais. Des questions? Alors, il faut bien parler dans le micro, hein, comme d'hab. Hop. Ah oui, mais du coup, tu en as un autre? Oui. Alors. Oui, bonjour. J'aimerais que vous nous parliez de deux sujets. Le premier, la nouvelle hémoglobine provenant des vers marins. Et le second, pour terminer avec Jules Verne, quel est l'effet des résidus médicamenteux que l'on rejette à la mer, et en particulier dans la rade de Brest? Alors, premier sujet, l'hémoglobine du ver marin. Effectivement, je n'en ai pas parlé parce que ce n'est pas considéré, je crois, comme médicament, mais comme dispositif médical, ce qui est un petit peu différent. D'un point de vue réglementaire, c'est différent. Effectivement, c'est l'équipe de Laurent Meyer à Roscoff qui travaille dessus depuis... Franck Zal. Oui, pardon, Franck Zal, mais qui... pardon, Laurent Meyer, c'est la cytotoxicité. Merci. Franck Zal, effectivement, qui travaille dessus. Ancien étudiant de l'UBS. Voilà. L'avenir est à vous, hein, les jeunes. Et qui donc s'intéresse à ce ver marin qui en extrait l'hémoglobine. Et les essais sont plutôt très intéressants et les conclusions sont très intéressantes par rapport à l'oxygénation. Tout à fait. Tout à fait. Alors, il se heurte à des problèmes plus ou moins de production et de commercialisation, mais ça marche plutôt bien malgré tout. Les essais sont plutôt bons. Je ne pourrais pas trop vous en dire plus parce que j'ai moins potassé le sujet, très clairement. Mais effectivement, je m'étais posé la question d'en parler et c'est pas classé comme médicament, si vous voulez. C'est une histoire de réglementaire. Voilà, donc mais c'est une molécule qui est très intéressante, qui est originale, et on n'a pas les problèmes que l'on peut avoir comme les molécules que je vous ai montrées en termes de production. On est sur des choses complètement différentes. Voilà, ils font je ne sais pas comment on peut parler, c'est pas vraiment de l'aquaculture, de la vermiculture peut-être, quelque chose comme ça. Il y a sans doute un terme à inventer, à trouver. Voilà. Voilà pour votre première question. Pour la deuxième, l'impact des résidus médicamenteux rejetés en mer et notamment dans la rade de Brest, je ne sais pas. Très clairement, je ne sais pas. On sait que les résidus médicamenteux, ils ont un effet, ça c'est évident. On a pu observer au niveau de mollusques, etc. On a des changements de comportement sexuel. Je pense notamment que vous faites référence à tout ce qui est... tous les dérivés œstrogéniques, etc. On le sait. Derrière l'impact à long terme, je ne suis pas écotoxicologue, il existe certainement. On a pu constater chez des comportements d'hermaphrodisme, des choses comme ça, ou alors des sexes qui étaient... la disparité, le ratio mâle-femelle est complètement changé. Effectivement, c'est des choses que l'on sait. Je ne sais pas quelle était votre idée que vous pouviez avoir. Et elles y retournent. Alors, effectivement, un effet contraire, effectivement, c'est-à-dire que la mer nous fournit des choses et on la pollue derrière. Et effectivement, quel va être l'impact ensuite à long terme sur les populations, c'est compliqué. Alors, vous savez qu'on a découvert
dans des grandes profondeurs, même la fosse des Mariannes d'ailleurs. Donc la fosse des Mariannes qui est la plus profonde à quasiment moins 11 000 mètres. On a découvert des morceaux de plastique. On sait très bien que sur des profondeurs de moins 4 000, moins 6 000 mètres, on a des nanoparticules. On a récupéré des organismes marins à ces profondeurs-là qui contiennent des traces de nanoparticules de plastique, etc. Ce qui veut bien dire que ça reste... ça traverse, ça descend la couche d'eau, effectivement. Donc oui, les résidus médicamenteux, ils ont certainement un impact. Je ne pourrais pas vous en dire plus, malheureusement. Une autre question, là. Karine. Bonsoir. Bonsoir. Alors, en fait, je voudrais revenir sur les cônes. Au début, vous nous avez dit qu'il y avait des touristes qui étaient morts du fait que qu'ils aient mis les cônes dans leur poche et que les cônes aient donc injecté leur venin dans leur système intraveineux. Mais ensuite, vous avez dit que ce venin ne pouvait pas passer à travers la barrière hémato-encéphalique. Et donc, de ce fait, comment c'est possible ? Comment est-ce que c'est possible ? Alors, ça, c'est une bonne question. Parce que tout ne se joue pas au niveau du cerveau. Et on sait que, en réalité, les conotoxines agissent sur des canaux calciques très particuliers qui sont assez ubiquitaires, donc ils sont retrouvés un petit peu partout dans l'organisme. Et il se trouve que certaines espèces de cônes, peut-être, synthétisent un venin qui est plus riche en certaines conotoxines et que de ce fait, et qui ont comme cible ce canal sodique particulier, canal de type N, et que du coup, comme on en a au niveau du cœur, par exemple, eh bien, ça agit comme ça. Et comme c'est injecté directement dans le sang, c'est transporté directement au niveau de tous les organes. Ça n'atteint pas le cerveau, mais par contre, ça va toucher d'autres organes périphériques essentiels et ça agit de manière à ce moment-là, en fait. Ça fait partie des dégâts collatéraux. Mais ça n'agit pas au niveau de la BHE, effectivement. Et elle n'arrive pas à passer parce que ce sont des peptides. Et les peptides ont deux caractéristiques. La première, c'est qu'ils ne passent pas ou très mal, mais ils ne passent pas en général la BHE. Et la deuxième, c'est que ce sont également en général des molécules qui ne sont pas prises par voie orale parce qu'elles sont détruites au niveau digestif. Donc là, le cône, il injecte directement dans le sang et il y a quelques molécules qui arrivent à passer au niveau circulatoire, au niveau du cœur et qui vont agir sur les canaux de type N. Du coup, ça aurait plus une action similaire à celle un peu du cyanure qui va venir bloquer nos... Alors, ce n'est pas tout à fait comme le cyanure. Ça agit au niveau des canaux et ça le maintient dans une certaine position qui va faire que qui va entraîner une dépolarisation permanente. Après, il y a dans les venins, d'une manière générale, pas forcément celui des cônes, mais dans les venins d'une manière générale, il y a plusieurs dizaines, voire plus de molécules qui sont biologiquement actives. Et il suffit que l'homme soit sensible à une certaine molécule. On n'est pas tous sensibles enfin, tous les organismes vivants ne sont pas sensibles à tout. Je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir avec le milieu marin, mais il y a une araignée célèbre en Australie, Atrax robustus, et il se trouve que le venin d'Atrax robustus est très toxique pour l'homme, alors qu'en fait les espèces animales sont relativement peu sensibles. Donc ça montre bien qu'on a... suivant les récepteurs et les canaux que l'on a, on n'a pas les mêmes actions. Voilà. Oui, bonsoir. Merci pour votre présentation du coup et votre venue en Bretagne. J'avais entendu parler du Conus magnus, du coup le cône, comme étant la molécule au gramme la plus chère au monde. Est-ce que vous pouvez commenter ? Est-ce la plus chère au monde ? Je ne saurais pas répondre à cette question. Oui, elle est effectivement très chère. Alors, je vois à quoi vous faites référence. Il y a effectivement un article là-dessus de quelqu'un qui souhaitait
monté une entreprise pour produire les conotoxines et qui a monté un projet pour mettre en avant que c'était quelque chose de viable. Je ne suis pas sûre, malgré tout, que ce soit la plus chère du monde, parce que ça reste une synthèse peptidique assez facile. Enfin, oui, facile, s'il y a des chimistes, ils vont peut-être m'en vouloir, mais je pense que par rapport à IT 743 ou des choses comme ça, on n'est pas dans le même degré de complexité. IT 743, on a beaucoup de carbone asymétrique. Il faut faire produire une partie de la molécule par la bactérie, l'extraire, purifier et modifier chimiquement. Là, on est sur de la synthèse chimique. Elle est chère, ça c'est connu. La plus chère, je ne suis pas sûre. C'est des données qu'on n'a pas toujours de toute façon d'un point de vue économique. Le coût d'une molécule elle-même. Alors, elle était forcément chère quand elle était obtenue, extraite du mollusque, bien sûr. Là, elle était plus chère. Mais on s'est vite rendu compte que ce n'était pas viable. Partir à la traite des Conus magus tous les jours, c'est un petit peu compliqué. Une autre question ? Bon, on va peut-être s'arrêter là, alors. Merci beaucoup, Karina. Merci à vous. Vous tous. Bonne fête de fin d'année.